Alors, donc, la dernière présentation sera donc celle de Eugenia Cosi de la faculté d'éducation de l'Université de São Paulo. Elle est présentement en Angola, en l'occurrence, et donc elle va nous faire une présentation également sur le contexte angolais, toujours. Donc, le titre de sa présentation, c'est donc Ma langue, une langue de l'autre, la distance entre le sujet et sa langue locale dans l'enseignement en Angola. Tu peux y aller, Eugenia. Ok. euh, alors, bonjour à tous. Euh, je suis Eugenia Cossi, pas Cosi, Camille. Desculpa, C'est me Cossi, ok, desculpa. dans les langues bantou. Ok. Ok. Euh, et pour moi, c'est très important de me présenter comme ancienne doctorante du professeur Barzout. Et avant de commencer, je voudrais te remercier Camille et à tous ceux qui ont donné la vie à ce projet. Merci de cette invitation. Pour moi, c'est toujours difficile de présenter un travail dans une langue qui n'est pas ma langue de recherche. Bon, je vais tenter, je vais essayer de faire de mon mieux. Cette étude que je vous présente ici prend place par la suite d'un travail d'orientation à une dissertation de maîtrise à l'Institut supérieur de sciences de l'éducation ISCED-SUMB en Angola, à Kwanzasu. La province c'est Sumbe, c'est dans la province de Kwanzasu. De mes soucis présentés dans ma thèse de doctorat et par la suite de ma participation dans le groupe de recherche Imagens de Língua, Sujeito, Deslocamento, Conhecimento e Tempo, coordonné par le professeur Barzotto à la faculté d'éducation de l'Université de São Paulo. Ce que nous nous proposons d'analyser ici, euh, et le discours d'introduction des langues locales dans les écoles angolaises, un pays d'origine bantou et khoisan, où l'enseignement se fait toujours, jusqu'à aujourd'hui, en langue portugaise. Ce discours met en évidence la manière dont on pense le système d'éducation. Euh, juste, je n'arrive pas à passer mon... Oh, bien, ok. Euh, Ce discours met donc en évidence la manière dont on pense le système d'éducation. Nous avons par exemple le projet pilote d'insertion des langues locales démarré en 2013 dans quelques provinces comme Huila, Namibe, Malange. Ce programme mené par le ministère de l'Éducation introduit dans les écoles, surtout secondaires et universitaires, les langues locales en tant que discipline et non pas comme langue d'enseignement. Elles sont donc dans la même catégorie de l'anglais et hypothétiquement le français et l'espagnol, des langues supplémentaires, surtout les deux dernières qui ne deviennent pas langues de travail. Dans la loi fondamentale du système d'éducation, Lei de base da educação, 1716, la loi 17 de 2016, l'article 16, je passe ici, l'article 16 nous, nous dit ceci. L'enseignement doit être donné en portugais sur l'ensemble du territoire national, bien sûr. L'État promeut et assure les conditions humaines, scientifiques et techniques, matérielles et financières pour l'expansion de la généralisation de l'usage dans l'enseignement des autres langues de l'Angola, ainsi que le langage des signes. Ce qui m'intéresse ici dans cet article, c'est ces deux points que je passe à analyser. Notre premier extrait est le premier point de l'article, le verbe. On a ici le verbe devoir. Ok? O ensino deve ser ministrado em português.
Donc, le verbe devoir, dever, doit, deve, ne laisse pas de doute, ne laisse pas de choix. Un verbe en modalité déontique, ce qui nous ramène au discours de l'époque coloniale, comme l'a bien dit Claudia, dans lequel les écoles étaient uniquement en portugais. En ce qui concerne les langues nationales, les langues locales ou langues d'origine, dans le point 2, nous avons les verbes promove et assegura, promouvoir et assurer en français, pour les langues nationales ou locales qui nous montrent que euh, de, les conditions de l'utilisation de ces langues dans l'enseignement dépendent de sa légitimation en tant que langue de science. Ce diplôme spécifique a été rédigé en 2011 par l'Institut des langues nationales, mais jusqu'aujourd'hui, c'est toujours un draft. Ce point secondarise les langues locales et la langue des signes. Donc, il n'y a pas, comme vous le voyez ici, dans le point 2, il n'y a pas un point qui met en évidence les langues locales et un autre point qui met en évidence les langues des signes. En 2020, je passe ici, en 2020, euh, la loi fondamentale de l'éducation passe à la loi 32-20, la loi 17-16 passe à la loi 32-20. Cette loi maintient dans l'article 16 les points 1 et 2. La différenciation se donne dans le point 3. Je lis le point 3. Euh, euh, Sem prejuízo do previsto no número 1, podem ser utilizadas as demais línguas de Angola nos diferentes subsistemas de ensino, nos termos a regulamentar em diploma próprio. Sans préjudice du paragraphe 1, les autres langues de l'Angola peuvent être utilisées dans les différents sous-systèmes éducatifs selon les modalités selon des modalités à réglementer dans un diplôme spécifique. Si on met les deux lois, si on lit les deux lois, on peut observer qu'il y a une différence entre les deux lois, n'est-ce pas? Du point de vue de la manière comme les langues locales sont présentées, mais pas du point de vue de l'hégémonie de la langue portugaise. Dans 17, les langues locales sont nommées et coordonnées par le verbe pouvoir. Alors, nous avons comme complément instrument d'apprentissage, les langues de l'Angola peuvent être utilisées dans les différents sous-systèmes éducatifs. Peuvent être utilisées. Un verbe épistémique pouvoir qui nous donne un choix. Le portugais est séparé, il est mis à côté, non pas comme une langue secondarisée, comme le sont les langues locales, mais comme supérieure en tant que langue officielle. Pas la peine de parler du portugais parce que le portugais, euh, le problème du portugais est déjà résolu. Euh, alors, c'est une langue avec statut, une langue de science, une langue de pouvoir, et les langues d'Angola sont nommées comme langues sans statut. Euh, si, dans 32-20, le portugais est considéré comme langue de l'Angola et les langues locales sont nommées comme les autres langues pour marquer la position du portugais, la place du portugais comme langue d'Angola, mais déjà légitimée. Le fait qu'il y a dans le discours une ligne comparative entre le portugais et les langues locales se fait de manière déséquilibrée dans le système éducatif. En fait, la langue portugaise est langue d'enseignement, de l'enseignement, et les langues locales sont introduites dans ce système comme discipline. Ce qu'on voit, c'est que la langue en tant que discipline, là on recourt à Foucault, subit à l'imposition des normes, exclusion des variétés linguistiques. On aura le même problème qu'on a avec les variétés du portugais de l'Angola.
La hiérarchie de la langue et la conscience des limitations. Euh, Justement, je perds ma charge ici. OK. La hiérarchie des langues et la conscience des limitations des langues locales face aux langues étrangères et au portugais. Il s'impose une démarcation du lieu des langues, une image de langue, une image des langues à sauver qui peut, à son tour, accélérer la rupture commencée au temps colonial entre les langues en Angola. Si les langues locales ne sont pas reconnues et utilisées en tant que langue administrative, langue d'enseignement, elles risquent d'être comparées et secondarisées par la propre communauté, comme on le voit maintenant. Euh, Voyons un extrait. Je voudrais envoyer, juste une minute, oh, ben c'est mon PowerPoint. J'ai des problèmes ici avec mon... Oui, c'est décalé. Je pensais que c'était Ouais. nous, mais en fait, c'est toi. Non, Il, attends, il je est vais... zoomé. Ah, oh, ça va maintenant? Non, il n'est pas central. Non, Il n'est pas centralisé. Non. il n'est pas Tout- central. Non. Il faut peut-être dézoomer. Ok, ok, voilà. Mhm. Ça va maintenant? Non. Oui. Non? Non. Ça refait pareil. Ah, c'est décalé. Ah bon? C'est décalé. Ah. Alors, il y a des ordinateurs où ça fonctionne bien et d'autres où ça fonctionne pas. Oh, Euh, bon. Là, Mais j'ai ici, pas ça fonctionne, d'explication. hein? Ok. Eh ben, est-ce que tu peux le décaler un peu sur le milieu pour qu'on voit tout le texte? Le titre, c'est pas grave à la limite. Ouais, ok. Tu vois, Génia? Tu... C'est mieux comme ça? C'est bien maintenant? Ah, ou comme ça. Oui, laisse comme ça. Ouais, ok. À droite. Oh. Ça va? Ça va comme ça? Le- Ouais. Oui, voilà. C'est bon, c'est bon. Ok. Euh, ok. Ok. Alors, je vais lire ici un extrait. Je voudrais envoyer un message par radio à mes parents. Si c'est un résident à Huila, une province de Umbundu. En 2013, il a dit ça au cours de l'introduction de la langue Umbundu aux écoles secondaires et puis l'université. Il dit ceci. Je voudrais envoyer un message par radio à mes parents et amis à la campagne où il n'y a pas de signal de téléphone portable. Mais je veux juste le faire car j'ai oublié comment parler ma langue par manque de pratique. Mais je comprends raisonnablement Ubuntu. Euh, dans une province où le Ubuntu est parlé par la majorité de la population, les habitants scolarisés commencent à défendre l'introduction des langues locales euh, euh, pour ne pas permettre sa disparition. Donc, la valorisation des langues par la population même n'est pas envisagée. La communauté linguistique n'est pas valorisée par la manque de scolarisation. Donc, c'est une langue considérée sans statut. Elle est reconnue auprès des étrangers par la propre communauté comme une langue secondaire. On voit dans l'extrait de son insertion dans cet extrait que son insertion dans l'enseignement est une confirmation de l'appréciation euh, euh, dans cet extrait, c'est l'extrait, ce sont des mots euh,
dit par un professeur d'histoire à l'université à Lubango. Il dit que l'enseignement des langues locales, l'enseignement comme discipline, est la confirmation de l'appréciation de notre culture, l'appréciation de la culture. Le discours d'autorité, comme on l'a vu initialement, nous permet d'observer l'insistance de l'insertion des langues locales comme langue introduite en tant que discipline scolaire sous le discours de la transformation ou développement euh, de l'enseignement en Angola, ce qui confirme la sécondarisation des langues locales. Les paroles de la ministre de l'Éducation nous montrent une autre variante, une autre forme de s'exprimer. Ça, c'est un extrait de 2022. On sait que, elle dit ceci, on sait que pour qu'une personne, et voilà, euh, on sait que pour qu'une personne sache lire et écrire, il faut qu'elle soit enseignée dans sa propre langue et non pas une autre, car une personne qui apprend dans une langue qui n'est pas la sienne n'apprend pas assez vite puisque tout ce qu'elle apprend sera pour elle une matière inconnue. Quiconque ne connaît pas sa propre langue ne comprendra pas celle de l'autre, des autres, s'il l'enseigne rigoureusement. Il se pose une question, une autre question. C'est la sécondarisation non pas de la langue, mais du sujet à qui elle attribue la langue portugaise comme langue étrangère dans le pays où il est né, cet individu, ce sujet, et vit. Donc, toute sa vie sociale, il l'a fait à l'étranger, puisque toute la vie administrative dans les petites et grandes villes, dans les villas et même dans les villages, tous les documents sont écrits en portugais et présentés dans cette langue, et faite en utilisant le portugais. L'autre chose, c'est que euh, ce qu'il y a un temps d'attente très large. On attend depuis 1975 les diplômes qui nous permettent d'avoir nos langues comme langue d'enseignement sous le discours qu'elles soient scientifiquement étudiées. Donc, quand on a euh, selon le discours de la ministre. Pour qu'une personne sache lire et écrire, il faut qu'elle soit enseignée dans sa propre langue et non pas dans une autre langue. Une troisième question se pose regardant la relation entre le sujet, sa langue maternelle, et la langue portugaise. C'est le problème de la capacité d'apprentissage mise en cause par ce discours, dont implicitement les gens ne savent pas lire ou écrire. Alors, il y a un discours d'autorité qui maintient l'hégémonie de la langue portugaise euphémisée. Il y a un projet d'introduction des langues nationales en primaire aujourd'hui. Et les professeurs sont en train d'être euh, formés, mais le travail mené à l'université est d'enseigner ces langues comme langue étrangère. Donc, on travaille les méthodologies d'enseignement des langues étrangères et non des langues maternelles. Euh, des dictionnaires sont en train d'être préparés, c'est bon, pour que l'année scolaire 25-26 puisse recevoir dans les écoles primaires les langues nationales. Je souligne en tant que discipline et non en tant que euh, langue d'enseignement, comment dit. Euh, eh bien, c'est ça que j'ai à présenter pour vous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Eugénia? Tac. Oui. Bonjour Eugénia, merci pour
pour la présentation. Alors ma question est juste une petite précision. Du coup, j'ai peut-être juste raté le moment, mais comme à des moments je devais m'occuper et j'ai essayé d'aider pour la technique, peut-être que j'ai raté l'information. Donc si j'ai bien compris, j'ai bien compris que le projet, c'est d'introduire ces langues comme langue matière et non pas langue d'enseignement. Et donc, si j'ai bien compris, ça les met en concurrence avec d'autres langues ou bien parce que c'est une question que je me pose par rapport à la situation française où moi je travaille sur l'occitan, qui est une langue régionale, qui n'est pas la langue maternelle de la plupart des enfants. Donc la situation est très différente. Mais malgré tout, dans le contexte de l'enseignement, ça pose la question. Mais par exemple, si on veut revitaliser l'occitan, qui est une langue d'héritage, on va dire ici, même si les élèves ne la connaissent pas du tout, si on la propose comme matière d'enseignement, enfin comme matière, comme langue, matière, comme beaucoup le proposent, finalement, souvent, ça se retrouve en compétition avec l'anglais, l'espagnol et le chinois dans les programmes. Et du coup, évidemment, les élèves ne vont pas choisir cette langue. Donc ma question, c'est en fait, ces langues, la proposition qui est faite, est-ce que ces langues seraient proposées à tout le monde ou bien est-ce qu'elles seraient en concurrence en fait avec les autres langues, d'où ce statut vraiment de langue étrangère finalement? Bien, merci pour la question, mais je veux faire une chose. Moi, je veux répondre les questions en portugais. Si Camille, euh, ouais, c'est portugais et français, alors je veux répondre en portugais. Je voulais parler le Kisolongo aussi, mais en fait, Ok. personne va. Ouais, mais écoute. Mais tu as compris la question, je répète pas la Ah, question. bien sûr, Ah, yeah. vas-y, tu peux répondre alors. Então, essas línguas nacionais seriam implementadas como línguas, como disciplinas e não como disciplinas ou matérias e não como línguas de ensino. Nesse caso, iriam concorrer, hipoteticamente iriam concorrer tanto com francês e inglês, né? Há uma luta de se introduzir ou se reintroduzir o francês no ensino geral, né? Não só nas escolas particulares on le fait déjà, mas introduzir essas línguas todas na grade, no currículo das escolas primárias. A questão que eu me ponho é, ao introduzir essas línguas, o francês, o inglês, talvez o espanhol, que já é introduzido, pelas escolas particulares, e as línguas nacionais, vai ser uma, imposição, no sentido de que as crianças têm de ter essas três línguas para poderem transitar para o ano seguinte, né? Eu não sei se eu posso aproveitar. A questão que eu me coloco é, na verdade, não haverá concorrência nenhuma, pelo menos não entre o inglês, o francês e o umbundo ou o quimbundo, por exemplo, porque o quimbundo é, corre o risco até de se transformar numa língua que só vista como língua de disciplina e não mais interessante como língua de comunicação, língua de transmissão de sabedorias, né? E a gente vê mais e mais que a própria população escolarizada vai colocando de lado a própria língua, essas línguas nacionais, e começam a introjetar uma sensação, talvez, né? Ou a perceber essas línguas como línguas secundárias e não línguas importantes. Tá? Então é isso. Elas vão ser ensinadas nas escolas, elas estão já no ensino médio, todas elas entram na grade. Então o aluno tem o inglês, o português e o inglês, o francês e a língua nacional. Pelo que eu saiba, até hoje não é opcional. Tem de ter as três. Alors, donc ce qu'elle explique, c'est que ces langues, elles sont déjà enseignées en fait en primaire au même titre que le français, l'anglais et l'espagnol. Euh,
Il n'y aurait donc pas de concurrence à proprement parler entre ces langues-là, parce que si le Kimbondo, par exemple, est toujours vu comme une langue... euh, en fait, l'enseignement n'est pas dispensé de cette langue-là, c'est toujours pareil, c'est une matière qui est dispensée dans cette langue-là. Donc, en fait, ça ne change pas la perception de la langue par les élèves qui la voient toujours pas comme une langue de production de connaissances ou de communication. Donc dans cette perspective-là, du coup, il n'y aurait pas de concurrence puisque comparé aux autres langues, la perception ne changerait pas en fait. Donc si elle continue à être enseignée, si elle continue à ne pas être enseignée finalement, mais être utilisée pour une matière d'enseignement, là du coup, il n'y aurait pas de concurrence. Voilà. Et ce serait... É isso? Mhm. C'est là que eu É resumo. isso. Et Tá. on peut même pas comparer l'anglais et le français. L'anglais est Oui. important, le français, c'est une matière, une discipline. Et c'est Mhm. fini, c'est point final. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Lucie, je fais partie du comité Réclame. Et j'avais juste une question, je ne sais pas du tout si c'est votre terrain d'étude. Alors là, c'était l'Angola, j'ai bien compris. Mais est-ce que vous auriez une comparaison, par exemple, avec le Brésil, de bonnes pratiques, entre guillemets, de choses qui sont faites au Brésil? Alors, j'ai bien compris d'après la présentation de Claudia que c'était assez, comment dire, complexe. C'était vraiment comment dire, l'émergence des activistes, etc., était assez timide parce qu'il y avait eu d'autres préoccupations, etc. Mais est-ce qu'il y aurait éventuellement de bonnes pratiques du Brésil qui pourraient être importées en Angola pour l'enseignement du coup de ces langues en fait comme matière? Est-ce que tu entends? Eu não conheço. Posso responder? Não, tá bom. Se você se deu certo para ouvir, tudo bem. Não, deu certo. Deu para ouvir. Não, eu consigo escutar se falar no microfone. Se falar sentado, já não consigo Tá. ouvir porque é muito longe. Tá. Então, em relação ao Brasil, eu não foi a minha, não é a minha linha de investigação olhar para as línguas enquanto línguas de ensino, né? As línguas indígenas no Brasil enquanto línguas de ensino. Então, eu não consigo responder essa pergunta. Essa pergunta acho que tem que ser dirigida ao professor Valdir, né? Que tem mais conteúdos a responder sobre isso. Obrigada. Vou fazer a pergunta para ele. Muito obrigada. Alexandra, tu avais une question? Vale. Me voy a permitir hacer la pregunta en castellano. Y es una pregunta que está relacionada con la pregunta que hizo Mai. Veo que estabas presentando como esta dicotomía de la dificultad que representa enseñar la lengua como objeto de estudio frente a utilizarla como disciplina no lingüística, en la medida en que los estudiantes tienen una imagen de la lengua como algo que está ahí para ser estudiado y no como una lengua que está para ser utilizada. Mi pregunta es, ¿la respuesta a esta dificultad sería entonces pasar directamente a que el uso de la lengua se haga solamente en DNL, o sea, en disciplinas no lingüísticas, eliminando la clase en la que la lengua es directamente objeto de estudio o agregando la DNL a la clase en la que es objeto de estudio? Ok, vamos ver se eu entendi muito bem a pergunta. Não o conteúdo da pergunta, mas o teor da pergunta, né? É, Porque eu acho o seguinte, eu acho que há muita coisa ainda a ser estudada em Angola acerca da implementação das línguas, ou da inserção, ou da implementação das línguas nacionais como línguas de ensino.
há muito trabalho a ser feito, é preciso que se analise até localmente como é que isso funciona, e ir talvez para aquilo que está a ser dito muito sobre a questão da decolonização ou decolonialidade, como se diz no Brasil, do próprio pensamento epistemológico, né, do conhecimento, da forma como nós produzimos o próprio conhecimento, de modo que conseguimos descentralizar um pouco essa coisa de que o Estado tem de ser centralizado para que as coisas tomem um rumo, né? É preciso unificar, é preciso a homogeneização para que se consiga, para que o Estado consiga ter o maior controle sobre aquilo que é feito relativamente ao ensino das línguas. Então, eu não sei se eu teria uma resposta pronta para dizer, mas o que nós temos feito na universidade, pelo menos anteriormente, né, é formar, professores de línguas, né, que fossem capazes de não só de levar a língua dentro da sua sala de aulas, né, mas fazer com que aquela língua tivesse. Eu vou usar aqui uma palavra que eu não gosto, detesto, é mesmo, e vou ser analisada daqui a pouco, mas que valida, infelizmente, que valida, né, a própria vida da comunidade, né? Eu acho que se não tivermos em conta e reconhecermos que as comunidades têm vida própria, vamos ter sempre dificuldades em implementar essas línguas como línguas de ensino. E acho que é urgente que se faça isso, né? Então, eu não teria assim, uma fórmula pronta para dizer, olha, é preciso que a gente faça dessa forma porque é o melhor. Eu acho que são oportunidades para se investigar, oportunidades para se avançar, oportunidades para se conversar com as próprias comunidades, porque elas têm conhecimento, a própria sociedade, embora não produzam um conhecimento escrito, né? Porque hipoteticamente a gente considera o conhecimento escrito como conhecimento, mas essas comunidades estão a produzir de alguma forma conhecimentos e, conhecimentos que podem congregados com os conhecimentos que o próprio Estado traz e que os acadêmicos trazem para que realmente se chegue a um caminho, né, sobre a implementação dessas línguas. Então, eu não tenho uma resposta, nem quero ter essa resposta pronta, porque eu acho que é o caso de se discutir, de se debater, para que possamos avançar olhando para cada localidade como uma localidade diferente da outra. Senão vamos ter os problemas que temos em relação à língua portuguesa, né? Qual é a variedade do português que é melhor que a outra, né? Vai acontecer com essas línguas, Kimundo, Kikongo, porque elas estão a ser estudadas como disciplinas, então vamos olhar para qual é o Kikongo melhor para se levar dentro da sala de aulas. Mas eu sei que dentro do Kikongo o Kikongo falado no Soyo, por exemplo, não é o mesmo do Is, não é o mesmo do Cabinda. E a variação é tão grande que já começam a aparecer outras línguas. Então, são mesmo questões a se estudar, a se ver, só oportunidades. Alors, je vais essayer de synthétiser. Globalement, donc, elle dit que donc, l'implémentation des langues nationales comme langue enseignée et pas langue d'enseignement est encore trop peu étudiée pour en comprendre vraiment donc, le fonctionnement. Il y a des questions aussi de décolonisation, notamment de la pensée épistémologique qui servirait à décentraliser un petit peu l'enseignement. Pour sortir de cette logique de centralisation, d'unification, d'homogénéisation pour mieux contrôler l'enseignement des langues. Elle n'arrive pas avec une réponse toute prête parce que ça n'aurait pas vraiment de sens. Ce qui pourrait être un peu plus global, c'est de
de se dire qu'on pourrait former des professeurs de langue qui ne pourraient pas juste apporter la langue, amener la langue dans la salle de classe, mais faire en sorte que la langue, alors elle n'aime pas ce terme-là, mais on valide l'existence même, la vie même de la communauté en question. Donc c'est plus des opportunités pour réfléchir avec les communautés qui sont concernées et qui produisent aussi des formes de connaissances qui peuvent compléter les savoirs académiques qui sont déjà existants. Voilà, donc il n'y a pas de réponse toute prête et elle insiste bien sur le fait qu'on ne puisse pas homogénéiser les méthodes, voilà, les méthodes d'action et que chaque localité est particulière, donc c'est un travail à faire sur le terrain plus particulièrement. Seulement pour ajouter un mot à propos de la question qu'Alessandra nous a posée, je dirais qu'il faut étudier la langue, enseigner la langue, créer des journées de langue, des journées culinaires pour parler. Et il faut créer publications techniques pour écrire dans cette langue. Il faut créer un gros militance autour de la langue. On ne peut pas penser quitter d'ici, mettre ici, mais toujours, il faut travailler. Je fais un peu à propos du français ou d'anglais, d'espagnol ou d'anglais. Quand j'essaie de parler espagnol dans un pays qui parle espagnol, toujours la personne, quand on écoute mon accent, passe à parler anglais. Mais je dis non, mais pourquoi passer en anglais? Parce que j'ai déjà un accent qui n'est pas le vôtre. Et même qu'il y a un accent qui n'est pas mon accent aussi. Il faut faire cette militance. Non, je vais écouter vous dans cet idiome qui permet de nous communiquer et pas passer toujours en autre langue tous les jours. Eugénia, merci de vous écouter. C'est toujours un plaisir. Vous avez une lucidité très énorme sur les questions. Grand plaisir. Merci, professeur. Écoutez, merci beaucoup. Merci Eugénia pour cette présentation.